Les histoires fantastiques des voyageurs dans le temps. Des appareils électroniques aperçus sur des vidéos datant d'une époque antérieure à leur invention, des personnes en avance sur leur temps d'un point de vue vestimentaire, ou encore des prédictions émises par des visiteurs du futur. De nombreux faits nous incitent à croire à l'existence des voyages dans le temps. Bien sûr, il s'agit souvent de simples canulars. Récemment encore, une vaste affaire de voyageurs du temps sur la plateforme de vidéo TikTok a défrayé toutes les chroniques. Tout est parti d'un utilisateur, Javier. Un jour, il a l'idée de se filmer à plusieurs endroits de sa ville, Valence, pendant qu'il n'y a personne. Et ce, à tout moment de la journée. Il poste ses vidéos et affirme être bloqué en l'an 2027, dans une ville désertée de ses habitants. En réalité, il s'agit d'une vaste campagne de communication pour promouvoir la sortie d'un livre. Un coup de génie, puisque des millions de personnes à travers le monde continuent à suivre ses aventures en 2027. Depuis, d'autres utilisateurs se sont emparés du filon, à tel point que les voyages dans le temps connaissent un véritable succès chez les jeunes. Pourtant, tout ceci ne date pas d'hier. La toute première expérience, dont le canular reste encore à prouver, est relatée dans le livre An Adventure, paru en 1911. Il est décrit par Frances Lamont et Elizabeth Morrison. Il s'agit en réalité de noms d'emprunt de deux femmes ayant vécu l'une des expériences les plus étranges de ce début de siècle. Cette histoire de saut dans le temps nous ramène nous-mêmes dans le passé, plus précisément le 10 août 1901. Annie Moberly et Frances Jourdain, les véritables femmes qui se cachent derrière les pseudonymes, décident de visiter Versailles. Elles sont originaires de Grande-Bretagne et sont toutes deux passionnées d'histoire. L'histoire qui suit est basée sur les événements relatés dans ce livre biographique. Tout commence par une très chaude journée d'été. Le temps est orageux. Sentant la pluie arriver, les deux femmes souhaitent trouver un endroit à l'abri. Un lieu où l'air serait un peu plus respirable. Mais soudain, elles sont perdues. Les extérieurs du château de Versailles sont immenses. Il est très facile de se perdre dans le jardin. Annie et Frances cherchent le célèbre Petit Trianon. Il n'en a de petit que le nom, puisqu'il s'agit d'un véritable domaine dans lequel séjournait la jeune épouse du roi Louis XVI, Marie-Antoinette. Il est constitué d'un sublime jardin à l'anglaise, que les deux Britanniques, évidemment, ne veulent pas manquer. Mais faut-il encore le trouver, ce fameux Trianon? En chemin, elle croise la route de deux hommes dont les vêtements appartiennent plus à l'époque de l'ancienne reine qu'à ce nouveau siècle. Puisqu'ils tiennent des bêches, elle pense qu'il s'agit là de simples jardiniers vêtus à la mode d'antan pour mieux coller avec le décor. Ils portent tous deux un long manteau et un chapeau tricorne. Une attraction touristique qui prend un peu plus d'ampleur lorsqu'elle traverse le jardin. Il n'y a pas que les employés du parc qui sont vêtus de la sorte. Dans un cottage, elles sont surprises de trouver une jeune femme accompagnée d'une fille d'une douzaine d'années, arborant un costume suranné. Elles continuent leur exploration en direction d'un pavillon chinois qu'elles pensent être le temple de l'amour. C'est une petite bâtisse particulièrement appréciée de la reine Marie-Antoinette. Lorsqu'elles s'en approchent, elles se sentent un peu plus oppressées. Plus tard, elles diront avoir eu la sensation d'être hors du temps. Et il y a de quoi, lorsque l'on sait que d'étranges personnages parcourent le domaine, comme cet homme qu'elles décrivent avec le visage vérolé, ou cet autre grand et beau jeune homme aux cheveux bouclés, le visage à moitié dissimulé par un chapeau à large bord. Plus elles avancent, plus les visiteurs reculent dans le temps. L'apothéose de cette visite, c'est cette petite maison aux volets clos, abritant une étrange jeune femme. Elle est en train de dessiner. Elle porte une robe très particulière, un fichu vert et un chapeau blanc. Lorsque cette dernière croise le regard de Annie et Frances, il se passe quelque chose que les autrices peineront à décrire. Finalement, elles parviennent à rejoindre le Petit Trianon, très ébranlé. Lorsqu'elles discutent de cet événement, quelques jours plus tard, les deux amies et enseignantes en arrivent à la même conclusion. La femme aperçue dans la petite maison ne pouvait être que Marie-Antoinette. Le plus étrange, c'est que les habits qu'elle portait étaient les mêmes que ceux portés à l'occasion d'un portrait peint par Wertmüller. Moins d'un an plus tard, Frances Jourdain décide de retourner sur les lieux de cette étrange expérience. Elle se souvient également y avoir entendu une musique d'un autre temps. Ce jour-là, tout est normal,
Mais elle apprend d'un guide que Marie-Antoinette se trouvait bien au Petit Trianon, le 5 octobre 1789, un jour très important dans l'histoire de France. Les deux jeunes femmes auraient donc fait un bond dans le temps de plus d'un siècle. Cette affaire est plus connue sous le nom des fantômes du Trianon, puisque, ironiquement, l'hypothèse de ce type de manifestation paraît bien plus crédible à l'époque que celle d'un voyage dans le temps. Aujourd'hui encore, on est incapable d'expliquer rationnellement ce récit. Puisque ces deux femmes appartiennent à un passé lointain, on pourrait dire qu'il s'agit d'une simple histoire fantastique qu'il ne faut pas prendre au premier degré. Une anecdote dans l'histoire qui, combinée à d'autres anecdotes, constitue les fondements d'une grande remise en question de notre perception du monde. Quelques années plus tard, en 1928, un nouvel événement ébranle notre monde moderne. À l'époque, il semble être passé inaperçu. Visiblement, aucun article de journal ne relate les faits. En revanche, grâce à la démocratisation des films à travers différentes méthodes de diffusion, nous pouvons mettre la main sur ce qui pourrait être la présence d'une visiteuse du futur. Une présence cachée, de quelques secondes à peine, mais qui fait encore parler d'elle aujourd'hui. Pour cela, il faut avoir en sa possession les bonus du DVD du film Le Cirque de Charlie Chaplin. Un petit reportage montre les images de l'avant-première du film au théâtre chinois Grauman à Los Angeles. Sur l'un des plans, on peut voir une femme marchant dans la rue, la main collée à son oreille. Elle parle et sourit, comme si elle était en pleine conversation téléphonique. Évidemment, le portable n'existait pas encore à l'époque. Ce mystère n'est encore qu'une anecdote et peut faire sourire, mais il a la particularité de ne pas encore avoir été résolu. Quelques hypothèses sont émises, bien sûr. On parle de l'ancêtre du sonotone, voire d'une simple poche de glace appliquée sur la joue pour calmer une rage de dents. Et en parlant d'un autre mystère non résolu, connaissez-vous l'histoire de celui que la toile surnomme le voyageur du temps hipster? Il s'agit d'un homme vêtu d'un t-shirt floqué, portant des lunettes de soleil et tenant ce qui semble être une caméra portative. Le plus surprenant, c'est que la photo n'est pas du tout truquée et qu'elle date de 1941. En vérité, cette photo prise du pont South Fork au Canada est à classer parmi les centaines d'autres photos montrant des individus portant des habits ou des objets qui ne correspondent pas à leur temps. Ensuite, notre propre perception fait le reste. D'autres histoires de voyageurs du temps se sont soldées par la révélation d'un canular. Notamment celle du fameux John Titor, pseudonyme de l'utilisateur d'un forum ayant posté d'étranges messages entre novembre 2000 et mars 2001. Il se fait passer pour un voyageur temporel de l'année 2036. Il a fait toutes sortes de prédictions terrifiantes sur une potentielle troisième guerre mondiale devant survenir en 2015. Aujourd'hui, on peut affirmer avec certitude que ces annonces apocalyptiques étaient fausses. En revanche, d'autres prédictions provenant d'un autre visiteur du futur se sont révélées vraies, au point que la justice américaine a dû s'emparer de l'affaire. En janvier 2002, le trader américain Andrew Carlson est arrêté par le FBI pour fraude au marché boursier. L'homme a investi plusieurs millions de dollars à chaque transaction, alors que ces dernières étaient jugées extrêmement risquées. Cependant, cela ne l'a pas empêché de rafler la mise à chaque fois. Ainsi, sa fortune initiale de 800 dollars est rapidement grimpée à 350 millions de dollars. Si l'on peut gagner une, deux ou trois fois de suite, on ne peut pas bénéficier de cette même chance consécutivement 126 fois. Ainsi, l'homme est interrogé pour délit d'initié. Sa confession a duré plus de 4 heures, pendant lesquelles il a expliqué avoir voyagé dans le temps, 250 ans dans le futur. Il savait ainsi à l'avance quel était le meilleur placement à réaliser. Une histoire amusante, qui n'est pas sans rappeler l'élément clé du scénario de Retour vers le futur 2. Toujours est-il que les autorités ne comprennent toujours pas comment M. Carlson s'y est pris pour réussir toutes ces transactions. Emprisonné durant 1 mois, un bienfaiteur anonyme lui permet d'être libéré en versant une caution d'1 million de dollars. Le trader disparaît dans la nature sans plus jamais faire parler de lui, ni de sa machine à voyager dans le temps. Jusqu'à preuve sérieuse du contraire, les voyageurs du temps appartiennent toujours au fantasme d'auteurs de science-fiction. Certaines histoires sont trop fascinantes pour ne pas être crues. Par exemple, si un jour vous vous promenez au Vatican, essayez de vous faufiler dans les couloirs interdits de la bâtisse.
vous tomberez peut-être sur le fameux chronoviseur, cet appareil mythique inventé par le moine bénédictin Dom Pellegrino Ernetti. Vous y entendrez des voix du passé, comme celle du dramaturge Ennius et l'enregistrement, en l'an 169 avant Jésus-Christ, d'une de ses pièces supposées perdues. À moins que vous ne préfériez les passionnants discours de Cicéron, bien sûr. L'affaire Loudun, un démon chez les bonnes sœurs. En cette année 1632, la France est un pays meurtri. Entre peste noire et guerre de religion, l'Église vit ses heures les plus sombres. Le cardinal de Richelieu tente coûte que coûte de rétablir l'ordre. Les blasphémateurs sont pourchassés, les supposées sorcières sont condamnées et les prêtres dissidents sont exécutés. C'est notamment le cas du père Urbain Grandier, révolutionnaire et libertin, accusé d'avoir engendré l'un des cas de possession les plus mystérieux de ce siècle. Nous sommes à Loudun, une petite ville fortifiée située dans l'ouest de la France. Elle abrite le couvent des Ursulines. C'est une petite bâtisse, comme on en trouve un peu partout, dans laquelle habite un petit groupe de religieuses. Le couvent de Loudun ne comporte que 17 membres. Tous vont être frappés du même mal. Le premier phénomène étrange est observé par 3 sœurs en pleine nuit, le 21 septembre 1632. Alors que la majorité des résidentes est endormie, d'autres ne parviennent pas à trouver le sommeil. Elles décident de profiter d'une dernière nuit d'été à la faveur de ce beau ciel étoilé. Mais bientôt, quelque chose va perturber ce moment de recueillement. Elles sont témoins d'une apparition terrifiante. Une ombre est en train de rôder autour du cloître. D'abord, elles ne parviennent pas à distinguer ce que c'est. Puis, armées d'un courage presque divin, elles s'approchent de la chose inhabituelle. L'instant d'après, elles regagnent leur chambre, terrorisées, se confondant en prières pour se protéger. Le lendemain matin, les 3 sœurs se précipitent chez la mère supérieure, que tout le monde surnomme Jeanne des Anges. Jeanne est désemparée. Elle trouve ses consoeurs dans un grand état de panique. Leur discours est un peu confus. À les croire, le fantôme de feu le père Mousseau aurait fait une apparition. L'homme en question est l'ancien confesseur du couvent, décédé quelques mois plus tôt. Jeanne consent à aller vérifier leur dire à la nuit tombée. Elle pense que les religieuses ont été victimes d'une hallucination. Hallucination qui, dès le lendemain, se transformera en véritable hystérie collective ou en possession démoniaque. Le 23 septembre au matin, la messe rassemble toutes les sœurs dans l'église du couvent. Les chants religieux résonnent dans l'édifice. S'ensuivent quelques louanges, mais aussi des cris. Des diableries, comme on pouvait le dire à cette époque. Jeanne des Anges observe les 3 mêmes sœurs en pleine convulsion. Elles hurlent, se mettent à baver, et un étrange filament blanc apparaît autour des lèvres. Jeanne y voit là la marque du démon. Les 3 sœurs sont renvoyées dans leur chambre et ont interdiction de s'approcher des autres religieuses. Pourtant, cette mesure d'éloignement se révélera inefficace. Les jours passent et d'autres sœurs présentent les mêmes troubles. Certaines sont incapables de se tenir devant l'autel sans proférer des insultes à l'égard de leur maître spirituel. Jeanne a beau essayer de gérer la situation, elle aussi finit par être touchée par ce mal. Les phénomènes s'amplifient en très peu de temps. Les religieuses ne se contentent plus de convulser, elles organisent des orgies dans le couvent, n'hésitant pas à souiller par des actes sexuels des objets religieux. Plusieurs témoins, des membres de l'Église qui avaient l'habitude de rendre visite aux sœurs, assistent à ces scènes de pure démence. Les autorités religieuses sont alertées, mais exorcismes et autres bénédictions ne sont d'aucune efficacité. Les sœurs sont amenées en dehors du couvent et exposées en place publique. Il s'agit de donner une leçon à quiconque tenterait de salir l'image du Seigneur. Les membres de l'Église continuent à pratiquer les rituels d'exorcisme devant une foule de plus en plus nombreuse. La mauvaise réputation des possédés de Loudun dépasse ainsi les frontières de la ville. Le cardinal de Richelieu en personne fait le déplacement pour assister au phénomène. Il constate avec horreur l'étendue du pouvoir du diable. Il n'hésite pas à accuser les protestants d'avoir sali l'image des catholiques en maudissant le couvent.
Mais pour satisfaire la foule en colère et éviter une nouvelle guerre, il faut un coupable. Ce sera Urbain Grandier, le prêtre actuel de la ville, dont Jeanne des Anges a prononcé le nom lors d'une de ses convulsions. Il est vrai que le passé de cet étrange personnage ne joue pas en sa faveur. Urbain Grandier est un drôle de prêtre, c'est le moins que l'on puisse dire. Issu d'un milieu aisé, puisqu'il est le fils d'un notaire royal, il est nommé à 27 ans curé de l'église de Saint-Pierre-du-Marché, puis chanoine de l'église Sainte-Croix de Loudun. Un poste qui va à contre-emploi de sa pensée libertaire et libertine. En effet, ce n'est pas parce qu'il est prêtre qu'il compte se plier aux exigences de l'autorité religieuse. Ses discours attirent les foules. Jamais église dans ce pays n'a été autant envahie de curieux que celle de Loudun. On vient écouter ses allocutions teintées de messages révolutionnaires à l'encontre du pouvoir actuel. Parmi ses fidèles, il y a de nombreuses femmes qu'il se plaît à séduire. Il brise ses vœux d'abstinence à plusieurs reprises par amour de la chair. Une passion dévorante pour les femmes qui le conduira à commettre le pire des affronts. Le procureur du roi, Louis Trinquant, lui confie sa jeune fille de 15 ans afin qu'elle puisse améliorer son latin. Urbain Grandier préférera lui apprendre des leçons d'un autre genre. L'adolescente perd sa virginité et tombe enceinte. Le père Grandier, en apprenant la nouvelle, est horrifié. Personne ne devra apprendre ce qu'il a fait. Il préfère abandonner la jeune fille pour se mettre en ménage avec une jeune femme issue de la noblesse, Madeleine de Brou. Cette dernière, plus traditionnaliste que son amant, ne peut considérer une relation amoureuse sans mariage. L'homme, très amoureux d'elle, décide de braver les lois ecclésiastiques à travers l'écriture d'un pamphlet. Traité contre le célibat des prêtres. Son argumentaire est si juste qu'il gagne son premier procès pour débauche. Il avait été arrêté après que les autorités religieuses avaient appris son mariage secret avec Madeleine de Brou. Dès lors, Urbain Grandier est dans le collimateur de la justice. Il vaut mieux se montrer discret pour ne pas risquer à nouveau sa carrière, pour ne pas dire sa vie. Quelques années plus tard, il commettra une erreur en refusant le poste de confesseur proposé par Jeanne des Anges. Cette dernière, vexée, engagera le chanoine Mignon, l'ennemi juré de Grandier. Ainsi, dans cette affaire des possédés de Loudun, c'est la vengeance qui conduira Grandier à sa perte. Lorsque Grandier se fait arrêter dans son église, il nie, bien sûr, toute implication. Durant son incarcération, on essaye de le faire parler sous la torture. Le cardinal de Richelieu est persuadé que Grandier est proche des protestants. En tout cas, c'est ce qui se raconte partout à Loudun. De plus, les autorités savent qu'il s'est opposé à la destruction des remparts de la ville par le cardinal. C'était une manière pour lui de convertir plus rapidement les Huguenots par la peur. Il n'en faut pas plus pour le jeter en prison. Pendant son emprisonnement, on cherche des preuves qui permettraient de le condamner à la peine capitale. En ce temps, pactiser avec le diable est passible de la peine de mort. L'enquête prend plusieurs mois. Elle s'étend durant toute l'année 1633. Pendant ce temps, les religieuses du couvent sont toujours sous le joug de leurs démons. De découverte en découverte, les enquêteurs ecclésiastiques comprennent d'où vient ce mal abject qui plane au-dessus des sœurs. Il provient du diable en personne, et Urbain Grandier a signé de sa propre main plusieurs pactes. Le 18 août 1634, le père Grandier meurt par les flammes devant une foule de 6000 spectateurs. Le peuple n'a qu'à bien se tenir. Voilà ce qu'il en coûte de s'opposer à l'Église catholique. Mais à en juger par l'état mental des Ursulines, il semble que le prêtre libertaire ne soit pas à l'origine de cette possession. L'histoire nous l'apprendra. Les documents prétendument signés par le prêtre ont été produits par les juges Laubardemont, Lactance et Tranquille, nommés par le cardinal de Richelieu. Pendant ce temps, les bonnes sœurs continuent de jurer devant la croix, lorsqu'elles ne font pas des gestes obscènes qu'on s'abstiendra de décrire. Il faudra attendre 1637, soit 4 ans après la condamnation de Grandier, pour que le phénomène s'arrête. Comment les sœurs sont-elles parvenues à revenir sur le droit chemin ? Personne ne le sait. Certains attribuent ce miracle à Jeanne des Anges en personne. L'affaire des possédés de Loudun, si on l'interprète avec un regard purement cartésien, fait penser à un cas d'hystérie collective.
Ces cas sont rares dans l'histoire du monde, mais ils n'en restent pas moins impressionnants. On peut citer par exemple la danse diabolique de Strasbourg, ou plus récemment, l'affaire des pensionnaires de Girlstown. L'accusation du père Urbain Grandier peut s'expliquer de deux manières différentes. La première, et la plus simple, sont que ses sœurs ont pensé à cet homme parce qu'il faisait beaucoup parler de lui à l'époque. La seconde pourrait être la mauvaise influence du père Mignon. Ce dernier, ainsi que d'autres religieux de Loudun, ont mené une véritable chasse aux sorcières à l'encontre du prêtre pendant plus de 10 ans. Des historiens pensent que la possession démoniaque était en réalité un coup monté par Jeanne des Anges. Elle et ses consoeurs pouvaient ainsi prétendre à une pension provenant des caisses du royaume. Rappelons que sœur Jeanne avait une véritable dent contre Grandier. Ayant également des tendances paranoïaques, il n'est pas étonnant qu'elle ait soupçonné le prêtre d'être un suppôt de Satan. Plus de 4 siècles après la libération des Ursulines de leurs démons, on débat encore sur l'authenticité du phénomène. Les possédés de Loudun ont inspiré de nombreux films. Le plus intrigant, c'est que ce n'est pas le seul cas de possession en France impliquant des sœurs catholiques à cette époque. L'affaire de Loudun est comparable à celle des sœurs d'Aix-en-Provence, de Louviers et d'Aussonne, respectivement survenues en 1609, 1642 et 1658. Une époque formidable pour le diable que ce XVIIe siècle.